Bonjour à tous, merci d'être présents. Là, l'idée, donc moi je me présente, donc c'est Kevin, je suis avec Mickaël aussi, donc de chez Next. L'objectif là de la présentation d'aujourd'hui, c'est de faire un petit peu un tour d'horizon autour du produit Talend Data Mapper. Donc on va un peu identifier un peu ces zones d'usage, à quoi il faut faire attention, et on va très rapidement basculer sur une petite démo. Voilà, vraiment l'objectif, c'est de comprendre à quoi sert cette brique, dans quel cas d'usage on l'utilise, et puis de voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, si ça vous va, on démarre tout de suite. Donc, qu'est-ce que le Data Mapper? Donc là, concrètement, donc Talent Data Mapper, où est-ce qu'on le positionne? Déjà, c'est un outil complémentaire lorsqu'on fait des développements dans l'ETL de Talend. À la fois dans l'ETL et dans l'ESB, en fait, bien souvent, on a nécessité de manipuler des données, des fichiers de type voilà, documents, par exemple XML, JSON ou ce genre de choses. Et ça peut s'avérer dans certains cas assez complexe. On peut rencontrer des cas où, avec des composants un petit peu standards, je pense notamment à voilà, des TXML Maps, des T-Advanced XML, etc. Enfin, pour tous ceux qui connaissent un petit peu, qui ont déjà manipulé ce genre de choses, se sont soit heurtés à des difficultés un peu techniques, parce que ça peut être assez complexe dans certains cas. Et donc là, l'idée, en fait, c'est que Talend Data Mapper, donc c'est une autre fonctionnalité de Talend qui permet en fait de vraiment simplifier tout cet aspect lecture de données de type document, même Edifact, de la manipuler, de la transformer, de mettre des règles de gestion, etc., etc., et de pouvoir même également en produire ces types de données. Donc, ce qui est hyper important, c'est que pour accéder à ce module, cette fonctionnalité, en fait, c'est forcément une plateforme qui est soumise à licence. Donc, Exit, il n'y a pas ces fonctionnalités-là disponibles sur le Talend Open Studio. C'est forcément une plateforme soumise à licence. Ça, c'est hyper important. Une fois que j'ai dit ça, comment ça se matérialise? Deux cas d'usage. Le premier, si vous regardez sur la droite du support, en fait, on va avoir un composant additionnel dans un flux ETL qui s'appelle le THMap, d'accord? Voilà, et de toute façon, Mickaël fera la petite démo autour de ça, il en dira un petit peu plus. Et vous allez retrouver également le CMap pour tout ce qui est ESB et lorsqu'on développe des routes. OK? Une toute petite particularité, autant sur la partie ETL, on n'a rien à configurer, paramétrer, etc. Par contre, quand on développe la partie ESB, il y a une petite feature, il y a un petit paramétrage à faire au niveau du runtime, donc le runtime qui est le moteur d'exécution de la partie ESB. OK? Une chose que je n'ai pas dit, dans les toutes dernières versions de Talend, il y a une petite fonctionnalité complémentaire à ajouter, parce que maintenant, sur les toutes dernières versions, en fait, le studio est hyper light, et c'est à nous d'aller dire quelles sont les fonctionnalités qu'on souhaite activer ou non. Donc, il faut juste bien y faire attention, d'aller chercher la fonctionnalité à ce niveau-là. OK, donc vraiment, Data Mapper, la zone d'usage principale, c'est qu'on veut transformer, lire, transformer, écrire des données de type document et plutôt réservé à des usages relativement complexes. Une fois que j'ai dit tout ça, le concept de base, c'est quoi? C'est que si vous voyez sur le petit écran, le petit screen, et encore une fois, Mickaël fera la démo en live, il y a deux éléments importants. C'est qu'on va devoir définir tout d'abord une structure d'entrée qui va être un type document et Talend Data Mapper va vous proposer des facilités pour pouvoir lire entièrement votre JSON, votre XML, par exemple avec des descripteurs de format type XSD, des Swagger, etc., etc. En fait, Talend Data Mapper va vous faciliter les choses pour pouvoir identifier la bonne structure. Une fois que j'ai dit ça, mécaniquement, vous êtes obligé de définir la structure de sortie. Et après, comme vous le feriez dans un TMAP, vous allez faire les jointures entre les différentes, la zone d'entrée et la zone de sortie. Entre les deux, vous allez retrouver toutes les règles de gestion que vous allez pouvoir y mettre. Donc, on voit que c'est sélectionné sur un des éléments et on va pouvoir dire, bah voilà, avec un certain nombre de conditions, des constantes que vous allez pouvoir mettre, des agrégations, ainsi de suite, ainsi de suite. Une autre petite chose, typiquement, là, on va pouvoir utiliser beaucoup de fonctions qui sont propres à Talend Data Mapper qu'on voit sur la gauche. Donc, il y en a tout un tas.
un exemple avec le format datetime qui va prendre en paramètre notamment voilà, un pattern qu'on va pouvoir parser, analyser et pour pouvoir le restituer au format jour-mois, année sans les tirer, par exemple. Vous voyez? Donc, c'est une logique un tout petit peu différente de ce qu'on retrouve dans la partie ETL classique, par exemple dans un TMAP, où là, vous allez avoir des fonctions vraiment particulières et propres à Talent Data Mapper. Quelques petits cas d'usage, alors le XML, le JSON, etc. C'est assez monnaie courante sur l'utilisation d'API. Donc, on va beaucoup parler de Swagger, qui est un descripteur de format, et on sait très bien que ce type de format peut être hyper verbeux. Par exemple, un truc super simple, vous avez des données d'un Swagger qui provient de Cegid avec l'ensemble, voilà, il y a peut-être plus d'une cinquantaine d'API dont le Swagger, lui, décrit quels sont les paramètres en entrée, les paramètres, les headers, etc., etc. Tous les caractéristiques techniques et la façon dont Cegid, par exemple, pour reprendre cet exemple-là, nous répond, tout ça, c'est contenu dans un Swagger qui est assez compliqué à lire dans la partie ETL classique. Là, avec Talent Data Mapper, vous voyez, vous allez voir comment ça fonctionne. Concrètement, vous importez le Swagger et automatiquement, il vous identifie toute la structure, etc. C'est vraiment, vraiment fait pour. Donc là, on va pouvoir très facilement changer aussi la représentation, parce que là, je vous montrais des structures d'entrée et de sortie, et on voit ici qu'il y a une partie CSV, et je pourrais très facilement modifier ce petit paramètre pour dire, en fait, moi, je veux afficher du XML en fait en sortie. Vous voyez que vous n'avez pas à redévelopper, modifier les composants, etc., etc. Donc ça, c'est plutôt chouette. Un autre exemple qui est présent à l'écran, c'est que vous allez pouvoir mettre des règles de validation sur des cas d'usage métier. Vous allez pouvoir valider, par exemple, le montant total d'une facture est bien égal à la somme des lignes de détail, ce genre de choses. Vous voyez, en fait, ça se fait très, très bien avec ce produit-là. Et donc, évidemment, tout sera possible d'avoir sera possible d'avoir les différentes traces d'erreurs ou de rejets liées aux règles que vous avez pu positionner à cet endroit-là. OK. Une toute dernière chose, et puis après, je vais passer la main à Mickaël. Il y a un truc qu'on rencontre plutôt fréquemment, c'est qu'à partir du moment où on veut gérer des types documents, je reprends cet exemple, XML, JSON, mais surtout avec des multiboucles. Vous voyez, par exemple, vous avez à un même niveau à la fois des commandes et par exemple une liste de magasins, pourquoi pas. Ça, c'est assez complexe en ETL. Là, concrètement, vous n'avez aucun souci à gérer ça dans ce produit. OK. J'en finis avec les tout petits points d'attention. Forcément, les fonctions, l'usage de cet outil-là est quand même un petit peu différent que les restes de fonctionnalités qu'on retrouve dans l'ETL et l'ESB. Donc, il y a un petit temps d'adaptation. Moi, je pense, et c'est une conviction plutôt personnelle, c'est qu'à partir du moment où vous traitez des types documents, on va dire simples, où il n'y a pas une complexité énorme, moi, je préconise de rester simple, d'utiliser les composants traditionnels qu'on connaît, plutôt que d'aller chercher de la complexité avec l'outil, voilà, qui est plutôt dense et qui va nécessiter malgré tout un peu de connaissances, voilà, une montée en compétences autour de ça. Je te laisse la main, du coup, Mickaël. Et c'est parti pour la démo. Donc, vous voyez mon écran. Donc là, on est sur Talend, donc, la partie intégration. Et en fait, le data mapper, donc comme l'a dit Kevin, c'est une fonctionnalité à installer. Donc là, je ne vais pas le faire parce qu'il y a une nouvelle release, donc il ne va pas me le proposer. Et une fois installé, on a carrément une nouvelle interface où on va avoir le data mapper et tous ces éléments. Donc, comme disait Kevin, on a les structures, on va déclarer nos structures d'entrée, de sortie. Les mappings, donc le mapping d'une entrée vers une sortie. Et ensuite, alors namespace, je n'ai jamais utilisé. Les databases, c'est pour référencer une base de données. Si vous voulez faire des échanges vers une base, c'est un peu déprécié, il me semble. Reports, jamais utilisé. Sample data, c'est pour importer des fichiers pour exécuter des tests. Et Other Project, donc là, dès que vous installez le data mapper, il y a des exemples, en fait, directement donnés par Talend.
Alors, une chose importante au niveau des structures et bases de données notamment, on va par exemple importer un fichier. Ces fichiers et ces structures sont totalement déliés des métadonnées de l'intégration. Donc, des fois, on peut être amené à importer 2 fois les structures, quoi, suivant les usages dans les jobs. Donc là, je vais vous faire une petite démo rapide. Donc pour la démo, j'ai fait une structure très simple où on n'utiliserait pas le data mapper. En fait, j'ai fait 3 fichiers, un fichier CSV et 2 XSD, donc pour créer des XML, avec pour un entrepôt les articles et leur quantité, et aussi un calcul du stock d'articles par article, une somme des quantités. Donc là, au niveau des structures, je vais importer mes structures. Donc on a plein de fonctionnalités. N'importe quelle structure, ça se fait comme ceci. On peut l'importer à partir d'une définition, donc XML, JSON, XSD, Swagger. On peut créer une structure à la main. On peut faire des héritages de structures, donc depuis une structure existante, faire une copie par héritage, puis la modifier, et autrement via base de données. Donc là, dans notre cas, on est sur un fichier CSV. Donc on va aller choisir le type d'import CSV. Tac. Donc pareil, si le CSV était dans l'espace de travail, je pourrais aller le chercher. S'il est disponible sur le net via une URL, autrement c'est en local. Tac. Donc on choisit notre fichier, on choisit la destination de l'import. Et là, on va pouvoir modifier les propriétés. Donc, c'est bien du retour Windows, c'est un séparateur point virgule. On va ignorer la lecture de l'entête parce qu'il y a une en-tête. Et autrement, on est tout bon. Ignorer les lignes vides au cas où il y aurait des lignes vides. Donc là, il m'a importé ma structure, il m'a créé ma structure. Comme vous voyez. Donc là, on a le CSV, donc le document, chaque ligne du document, puis nos 3 colonnes. Et puis c'est basé sur l'entête. Il s'est basé sur l'entête d'ailleurs pour les nommer, oui. Alors sur CSV, là, il ne détecte pas les formats. Donc, par exemple, le stock, c'est un integer. Donc, je peux venir le modifier en lui disant que c'est un entier. Un entier où voilà, vous avez tous les formats disponibles. Là, on a notre structure qui est importée, un document qui nous permet de voir une image de notre fichier. Donc ça sera notre source. Je vais importer une cible. Toc, XSD. Donc, pareil. Alors, pour les XSD, il propose le dossier local. Donc, si vous voulez importer une batterie d'XSD, vous pouvez choisir un dossier qui comporte plusieurs XSD, par exemple. Et on va faire le stock article. Ça, je vais montrer une boucle et puis on a là, on choisit des propriétés d'import du schéma XML. Donc là, il nous a créé un nouveau dossier stock et article avec l'élément stock article. Notre structure avec l'article, son attribut et la quantité. Donc là, dans le XSD, il était bien déclaré en tant qu'entier, l'article en chaîne de caractères. Donc il a tout géré. Donc on a une représentation XML. Donc je ne l'avais pas montré pour l'autre. On avait une représentation CSV XML. Donc par défaut, une représentation XML. Et là, si je fais un nouveau JSON, il va me faire une représentation JSON. Donc ça, je vais vous le montrer au niveau du mapper. Donc là, on a nos 2 structures. Donc là, on va faire un mapping. Donc là, on va faire une nouvelle map. Donc, il nous propose plusieurs types de maps. Une map standard, la plupart du temps, c'est ce qu'on utilise. Une map d'aplatissement. Ouais, ça, j'ai le petit exemple. Typiquement, vous avez un fichier XML ou JSON, peu importe, qui contient plusieurs boucles. Et pour chacune de ces boucles, vous voulez par exemple alimenter une base de données, et bien, il va pouvoir aplatir le fichier et vous sortir autant de sorties qu'il y a de boucles en fait. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Ouais.
Rapport XLST, pas eu l'occasion non plus. Et puis déprécié en plus. Et map inversé. Ouais, c'est pour basculer entre différents TH-map. Là, on est dans des cas d'usage avancés. Donc, on va faire le même standard. On va lui donner un nom. Hop. Stock. C'est la branche qui... Tant pis. Tac. Donc là, on arrive sur l'onglet Map, où on va pouvoir faire notre map. Donc on a notre entrée, notre sortie. On va venir glisser-déposer notre entrée. Hop, il a directement pris le format CSV avec du coup la structure. Et notre sortie, stock article, où il a pris XML par défaut. Si je veux générer du JSON, je vais venir choisir JSON dans le format de sortie. Et ensuite, on va faire du mapping. Donc, tout simplement, notre queue d'article en cible. Donc, vu que là, on a plusieurs lignes et qu'en sortie, on aura juste un document XML, il va nous générer une boucle. Et là, il l'a généré par défaut pour chaque ligne. Il va nous générer une boucle sur l'article. Donc là, j'utilise la fonction loop pour faire une boucle sur les lignes. On va lui donner sur quel élément on va boucler. Si on veut faire un filtre, par exemple, on ne veut pas certains articles, on pourrait très bien mettre un filtre. On peut lui dire qu'en sortie, on va faire du tri. Donc on va faire un tri avec un ascending sort. Donc là, je vais faire un tri sur le code article. Et dans mon fichier source, comme j'ai plusieurs entrepôts et des articles en commun entre mes entrepôts, moi, je veux qu'en sortie, il n'y ait qu'une seule ligne par article. Donc là, je vais lui dire de gérer les enfants distincts par code d'article. On aura notre code d'article. Et pour la quantité, donc comme je l'ai dit, je veux une agrégation. Donc, on va pouvoir faire une somme de la quantité qui est là. Donc là, par exemple, le mapping est terminé et on peut faire des tests. Donc là, avec le document qui est déjà importé, il va me faire un test direct. On va le faire. En fait, mon article, finalement, c'est une séquence avec i-1. Visible. Toc. Donc là, en modifiant ma structure, ça l'a modifié directement dans ma map. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on voit que maintenant, il y a 0,2 points étoiles pour dire que ça, en fait, il va pouvoir il va faire autant de balises articles qu'il y a d'éléments en entrée. Et du coup, ça, hop. Voilà, donc là, on a notre fichier avec une balise stock article, nos différents articles et les quantités qui ont été sommées pour chaque article. Donc voilà, ça c'est un test tout simple. Là, on l'affiche comme XML. Vu qu'on a déclaré qu'il pouvait être en JSON, on peut très bien l'utiliser en JSON. Donc là, pour ceux qui font de l'ETL, je pense que c'est un petit peu la petite révolution. Déjà de dire je switch entre l'un et l'autre, ça n'existe pas. De pouvoir en plus importer les XSD, pareil, ça c'est quelque chose qui est compliqué dans la partie ETL. Donc là, il y a vraiment des facilités autour de ça. Est-ce que je veux montrer une Ouais, map, c'est tout ce que tu voulais montrer. Bon, non, je montre une map existante. Donc là, on est sur un projet existant en cours. Et peut-être on peut faire un tout petit zoom sur la quantité. Ouais. La quantité, là, bon, on a fait une somme, ça paraît simpliste. Honnêtement, ça peut être beaucoup plus compliqué que ça en disant, bah, par exemple, je fais une somme, mais que de certains articles. Et donc là, je pourrais faire des filtres, etc., etc. Vous voyez, on peut quand même complexifier les règles de gestion autour de ça. Je pourrais trier les balises, donc comment je les affiche, etc., etc. Enfin, les possibilités sont vraiment, vraiment plutôt étendues, quoi. Alors, je vais vous montrer un mapping existant.
Créateur d'heure. Structure, map, job. Est-ce que celui-là, du coup, tu le montres non, tu le montres pas dans un job, forcément, celui-là. Non, tu Bon, je montrerai le job après. Je vais juste déjà montrer la map. Une qui finit, ce sera mieux. Donc là, un petit peu de contexte. En entrée, on fait un appel à SFCC, donc via API, qui nous renvoie du JSON. Et en sortie, on va communiquer nos commandes en fait à une application tierce. Pareil au format JSON via API. Sachant que le format est complètement différent entre une commande SFCC et notre application cible. Et là, on peut voir justement qu'on a notre document JSON et plusieurs boucles finalement. Et donc, toutes ces boucles sont gérées dans un seul mapping. Et parfois, on peut utiliser des données de plusieurs boucles en entrée. Enfin, on peut faire un peu tout ce qu'on veut avec le THMap. C'est touchy, mais on peut faire beaucoup de choses. C'est ça, il y a un peu d'expérimentation quand même à faire. On voit bien, de toute façon, quand tu manipules. Enfin, voilà, on sent bien que toi, tu connais l'outil et tout ça. Je pense que vous qui regardez là la présentation, vous devez dire, ah ouais, bon, c'est quand même l'accessibilité. Voilà, faut peut-être se former un petit peu autour de ça. Mais en tout cas, ceux qui ont pu expérimenter, et pour le coup, moi, c'est du vécu. Enfin, gérer des multibooks là au même niveau comme le montre Mickaël, en fait, ok, c'est faisable dans une partie ETL, mais en fait, c'est une usine à gaz. La bonne pratique là, c'est d'utiliser Datamapper. Exactement. Du coup, je vais montrer le job tout simplement. Order. Donc là, c'est un projet ESB. On a des routes qui seront en écoute, qui vont appeler des jobs. On a fait le choix de faire toute notre transformation dans des jobs. Et donc, là, on est sur le job qui appelle cette map. Donc, on fait plein de choses. On le body, on l'envoie en global var. On a une petite table de transco qu'on utilise, qu'on met aussi en global map. Je vais vous montrer après dans le THMap pourquoi. Là, on fait un appel à une deuxième API. Et ensuite, on a deux maps, dont celle que vous avez vue. Et donc, on entrée notre message vers notre format de sortie. Et pour la petite histoire, en fait, on a, je ne vais pas montrer les fonctions, on a beaucoup de fonctions, dont get value from external map, où ça nous permet, par exemple, de faire des transcos, il y a une base de données, on a vraiment beaucoup de fonctions. Ce qui est à savoir, c'est qu'on a la fonction Java, qui permet en fait de faire tout ce qu'on veut en Java. Par contre, il faut appeler les fonctions depuis la base, quoi. Contrairement à ce qu'on fait dans un tmap, où c'est un peu simplifié. Là, il faut donner tout le chemin de la classe. Donc, voilà. Je ne l'ai pas fait dans un CMap, mais dans un CMap, ce serait pareil. En fait, dans une route, on pourrait router notre message vers un CMap et appliquer un mapping. C'est tout. C'est bon. Alors, vous qui êtes derrière votre écran, est-ce que vous avez des questions? Je pense que c'est tout neuf, l'outil. Est-ce que vous voyez l'usage? Alors, Étienne demande si on peut faire du multisource cible. Oui, la réponse est oui. Et c'est un peu touchy. D'ailleurs, dans cette route-là, on a une deuxième source qui est un deuxième call API. Et donc, dans notre THMap, on a notre message qu'on a transformé dans le premier THMap, plus la réponse de l'API. Et finalement, toc, on a nos deux messages qui sont là. Et à vous, après, dans les fonctions que vous faites dans la partie sortie ici, de mettre la bonne expression, les bonnes fonctions pour faire vos jointures. Alors, la jointure se fait ici. Ouais. Elle se fait ici.
Et oui, après, du coup… pour les rattacher au bon nœud dans ta sortie, quoi. Exactement. Mais oui, c'est possible. C'est sûr que le format, c'est pas forcément évident. Là, on monte de quelque chose de très très technique. Donc là, voir la valeur ajoutée, c'est pas forcément facile. C'est plutôt ceux qui manipulent déjà sous Talend. Ouais. Je sais pas s'il y en a beaucoup autour de la table, mais je peux vous assurer que si il y en a et qui sont déjà fait les dents sur la partie XML, JSON, c'est quand même nettement plus simple. Il y a un petit dent d'adaptation, ça c'est sûr et certain. Mais voilà, concrètement, si on a des sujets plutôt complexes en XML, en fait, j'ai envie de dire, avec Data Mapper, ce sera possible. Le petit bonus, on n'a pas forcément parlé, c'est le côté Edifact. Donc là, aujourd'hui, quand un client a besoin, a un cas d'usage EDI, la réponse, en fait, c'est Data Mapper. À partir du moment où ils ont les bons niveaux de licence, on est en capacité de lire de l'Edifact, du X11, etc., etc. Et donc ça, il y a déjà des petits exemples tout faits sur lesquels on peut s'appuyer. Et voilà, c'est plutôt la bonne pratique de passer par cet outil-là.